Avoir de l'argent, c'est du confort, c'est pouvoir s'acheter du temps, pouvoir se libérer l'esprit, mais c'est pas forcément une fin en soi. Personne ne me demande à combien d'heures j'ai sacrifié avec mes enfants. Si je peux un peu compenser ce temps perdu avec de l'argent pour m'acheter du confort, m'acheter du temps, pour le repasser avec eux, j'ai rien volé, quoi. Bonjour mesdames et bienvenue dans notre podcast Quand les femmes nous parlent d'argent. Ici, elles se livrent simplement, sincèrement et sans détour. Parce que l'argent, ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est aussi une question de choix, de liberté et parfois même d'amour. Ici, on discute de ce qu'on dépense, de ce qu'on gagne, de nos réussites, mais aussi de nos galères. Enfin, de la vraie vie. Alors, installez-vous, on démarre. Bonjour Dorothée. Bonjour Isabelle. Vous venez de Strasbourg. C'est ça. Et vous avez 3 enfants. Oui, 3. Et j'ai appris qu'avant, vous étiez une nageuse, Oui. grande sportive, Ouais. puisque vous avez été en finale des championnats de France. Oui. Bravo. C'était quelle année? Vous aviez quel âge? Ça devait être un tout petit peu avant les années 2000. Oui. Donc, puisqu'en 2000, j'ai passé le bac. Et ça devait être entre 98 et 2000. Et donc, il y avait les championnats de France individuels et les championnats de France par équipe. Et dans les individuels, il y avait aussi tout ce qui était en relais. Et c'est aussi à cette occasion-là que on peut multiplier potentiellement les podiums. Et donc, j'ai eu la chance de faire un relais en 2e place avec l'ancienne ministre des Sports, Roxana Maracineanu, à l'époque, qui était une nageuse de Mulhouse. Et voilà. Et après, podium aussi en junior. Enfin, voilà, c'était Bravo, une belle période. bravo. Merci. Et là, maintenant, vous êtes juriste en droit des affaires. Alors, ma formation initiale, c'est ça. Donc, j'ai fait une maîtrise en droit des affaires que j'ai complétée un petit peu plus tard par un DU en gestion de patrimoine, diplôme universitaire au sein de l'université d'Auvergne à l'OREP. Et donc, suite à ce diplôme, j'ai repris la gérance d'un cabinet de gestion de patrimoine en Alsace qui appartient à 50% donc à un cabinet d'expertise comptable et les autres 50% m'appartiennent. Donc l'argent et tout ce qui va autour, la qualité de vie, les stocks, les flux, c'est un quotidien, quoi. Très bien, très bien. Alors justement, j'avais une question. Avez-vous ou gardez-vous un premier souvenir d'argent? Oui. Oui. Alors j'en aurais même 2. Le premier, c'est ma maman qui nous ramenait des pièces de collection de la Monnaie de Paris. Moi, j'ai eu l'occasion d'en acheter à mes filles pour les JO de Paris. Et ma maman travaillait au Trésor public. Et donc, elle avait accès à ces pièces de monnaie un petit peu en avance. Et donc, quand elle trouvait une jolie pièce de 10, 20, 50 francs à l'époque en argent, elle en achetait une pour moi, une pour mon frère. Donc elle nous offrait ces pièces-là qui étaient comme un magnifiques. trésor. Oui, c'est ça. Donc à force, j'ai acheté carrément la petite boîte chez le numismat pour les mettre dedans et pour les représenter. Donc ça, c'était une première expérience, on va dire, avec l'argent matériel. Et la deuxième, c'est une petite boîte en bois de cigarillos que m'avait donnée ma mère, dans lequel j'avais mis justement mon argent de poche. Et du coup, tout mon argent de poche, il était dans cette petite boîte. Et donc, quand je revois une petite boîte comme ça, c'est comme une Madeleine de Proust. Ça évoque ce moment-là. Ouais, c'est ça. Alors justement, j'avais une question. Qui vous a appris à gérer votre argent ou avez-vous appris toute seule, justement, à la suite de ces cadeaux? Ouais. Je pense que c'est ma maman. Clairement, moi, dans ma famille, c'était ma mère qui tenait les cordons de la bourse. Je pense comme dans 80%, on va dire, des foyers en France, c'est souvent la femme. Et du coup, c'est ma maman qui nous avait un petit peu montré. Je me souviens, j'avais fait un petit tableau, dépenses, recettes, pour suivre Déjà, où j'en étais. vous aviez quel âge quand vous faisiez ce tableau-là? Ouais, je pense que je devais être en primaire. À mon avis, je devais avoir entre 8 et 10 ans, quoi, mais pour savoir un petit peu ce que j'avais, en fonction de ce que j'avais envie de m'acheter. Et donc, à l'époque, il fallait un nouveau maillot de bain ou un nouveau bonnet de bain que j'avais envie de m'offrir pour moi et pas que forcément mes parents me payent. Donc, ça passait par l'argent de poche. Et clairement, c'est ma mère qui a toujours, je pense, qui nous a montré un petit peu comment fonctionner. Et dans notre famille, c'était elle qui gérait les dépenses. Ouais. Voilà. Maintenant, vous diriez que vous gagnez bien votre vie? Vous auriez un chiffre, par exemple, moins de 1 500 par mois, entre 1 500 et 3 000, entre 3 000 et 5 000 ou plus de 5 000? Et
Est-ce que ça vous donne un sentiment de sérénité? Est-ce que vous trouvez que c'est pas assez? Comment vous situez-vous par rapport à ça? Alors, en tant que chef d'entreprise, tout va dépendre de Eh oui. comment l'activité se passe. Donc, quand j'ai commencé, j'étais à 2 500 € parce que je reprenais une structure, je ne savais pas où j'en étais et qu'il fallait trouver un juste milieu entre une certaine rémunération et un résultat pour la société. J'ai bien réussi à bien développer et quand les années sont bonnes, je peux être au-dessus de 5 000 €, mais l'année dernière, par exemple, a été une année compliquée. Ah oui. Et dans ces cas-là, on se pose la question, moi, je fonctionne par priorité. C'est-à-dire la priorité, c'est payer les collaborateurs. Je ne me vois pas ne pas leur dire je n'ai pas d'argent pour vous, je n'ai pas de virement à la fin du mois. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc déjà, assurer le salaire des collaborateurs. Et après, en fonction de ce qui reste, potentiellement, il y a quelque chose pour moi ou pas. Mais dans ces cas-là, c'est vraiment... moi, je me mets complètement en retrait parce que... moi, j'assume mon risque parce que je suis gérante. Les salariés n'ont pas à prendre de risques. Mais vous assurez, Donc, voilà. vous assurez la continuité de leur salaire. Mais justement, comment se répartit votre argent? Est-ce que vous diriez qu'il y a une grosse part qui va dans les salaires, dans le logement, dans les frais quotidiens, dans les loisirs, sans parler des enfants? Parce qu'ils ont quel âge, vos enfants? Alors, j'ai 3 filles en plus. Ouais, j'ai 3 filles qui ont bientôt 8, 10 et 12 ans. Du coup, elles font du sport. Donc forcément, c'est des charges. Donc, on va dire que la dépense principale du foyer, c'est pour payer le logement. C'est l'immobilier, et que ce soit l'immobilier perso, puisqu'on a la chance d'être propriétaire de notre résidence personnelle, mais aussi quelques investissements locatifs. Donc, c'est d'abord l'immobilier. Ensuite, je dirais que c'est soutenir les loisirs et les activités des enfants. Parce qu'il y a toujours besoin de mettre à jour des chaussures, des vestes d'hiver. Il y a toujours quelque chose. Donc, les abonnements, les cotisations au sport. Après, je pense que c'est loisirs et voyages. Parce que loisirs et le voyage, l'argent, c'est mon point de vue. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je trouve qu'il faut trouver un juste milieu. Et en plus, dans ma profession, je le vois beaucoup, entre l'épargne et le loisir. Et on voit beaucoup de situations où les gens ont peut-être fait un peu comme, vous savez, comme Scrooge, dans le dessin animé, où Scrooge garde l'argent. Sans profiter. Et c'est ça. Et je trouve que quand on a des enfants jeunes, pour leur faire découvrir, leur ouvrir l'état d'esprit, le monde et autres, pour moi, il n'y a qu'une solution, c'est voyager. J'ai eu la chance de voyager beaucoup quand j'étais jeune. Et ça m'a vraiment montré des cultures, des façons de faire différentes. Je suis allée aux États-Unis, je suis revenue en France, je me suis sentie bâillonnée. Je trouvais qu'on ne pouvait rien faire, en fait. Parce qu'aux États-Unis, le samedi, le dimanche, vous pouviez toujours faire quelque chose. Il y avait toujours une activité. Alors que vous arriviez en France, non, dimanche, tout est fermé. En plus, en Alsace, dimanche, c'est vraiment pas de commerce. Du coup, je me sentais vraiment limitée, quoi. Et c'est pour ça que je trouve qu'aux États-Unis, il y a vraiment cette ambiance de développement, d'activité. Je trouve ça juste génial, quoi. Donc voilà. Et du coup, c'est principalement, je pense, ensuite les loisirs et après les voyages, quoi. Donc de l'épargne et puis aussi le fait de profiter. Un côté quand même épicurien, parce que c'est important de gagner de l'argent, mais c'est aussi important de profiter de cet argent. Pour moi, l'argent, c'est un moyen. Quel que soit votre niveau de revenu, que vous gagnez 1 000 € ou 10 000 €, c'est sûr qu'à 1 000 €, vous achèterez peut-être pas une montre à 500 €. Mais d'un autre côté, si une montre à 50 € vous plaît, c'est un moyen de l'acquérir, cette montre. Donc, après, le problème, je trouve qu'on nous fait trop penser qu'avoir de l'argent, c'est une fin en soi. Et en fait, non, avoir de l'argent, c'est du confort, c'est pouvoir s'acheter du temps, pouvoir se libérer l'esprit, mais c'est pas forcément une fin en soi. Eh bien justement, j'arrive à cette question. Vous avez dit acheter du temps, justement. Qu'est-ce qui vous coûte le plus, si ça vous coûte? Est-ce que, en fin de compte, vous avez connu une certaine... Parce que quand on parle de chiffres, est-ce que vous avez une grosse dépense qui est donc l'immobilier, mais est-ce que vous... par rapport à cette grosse dépense, est-ce que vous la vivez bien? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un juste équilibre et que vous trouvez justement cet équilibre-là? Rien, pas de frustration ou un manque de temps? Non, alors si vous voulez, par rapport à l'argent, le budget, il est établi. Avec mon mari, on sait on connaît nos échéances de prêt, on connaît tout ça, donc tout ça, c'est fixé.
on connaît les étapes, on sait quand est-ce que les prêts s'arrêtent et autres. Donc ça, on l'accepte parce que là, on a la chance de vivre dans la maison, que tout ça, on en profite. Donc c'est du quotidien. On va dire ma frustration, ce serait plus de l'argent gaspillé. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus de mal à accepter, c'est-à-dire quand je vous donne un exemple. Pourquoi est-ce que je pense que les Français ont du mal par rapport à l'impôt? C'est par rapport au fait qu'on trouve que l'argent, on ne sait pas où il va. On ne sait pas s'il est bien utilisé et on a, je pense, quasiment tous l'impression que clairement, l'argent n'est pas bien utilisé. Et à titre personnel, c'est pareil. Quand je fais une dépense et qu'au final, je me rends compte que cette dépense, elle est ou inutile ou pas forcément judicieuse, ça, c'est une frustration. Justement, avez-vous connu cette expérience-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, ou en tout cas dont vous vous souvenez, Par rapport à quoi? Par rapport à cette frustration, cet argent dépensé que vous avez trouvé de manière inutile? Ouais, alors ce serait plutôt à titre professionnel, parce qu'à titre personnel, on ne dépense pas non plus des sommes conséquentes, entre guillemets, pour rien. Alors si, j'en ai deux. J'ai fait un investissement dans une entreprise type start-up en Alsace, et malheureusement, les deux associés qui étaient en lien par le biais de la famille, se sont fâchés. Et du coup, mon investissement a disparu. Donc ça fait partie de la vie, malheureusement, oui, des c'était investisseurs. Un risque que vous avez pris. Mais que j'acceptais. Et donc un peu déçue, mais je le savais. Donc voilà, c'est ça. Mais bon, pas de frustration énorme, mais à réfléchir. Mais au moins, je peux l'expliquer maintenant. Enfin voilà. Et l'autre frustration, c'était plutôt à titre professionnel. J'avais investi beaucoup d'argent dans des outils de communication, dans des choses pour développer une activité dans pro. Et en fait, ça n'a pas abouti dans la mesure de ce que j'espérais. Et c'est vrai que là, du coup, on réfléchit différemment. Enfin, maintenant, je réfléchis différemment. Avant de dépenser l'argent, je réfléchis à qu'est-ce que ça va m'apporter. Est-ce que ça va apporter pour l'activité? Est-ce que je pense pouvoir rebondir si j'ai des retours? Et si j'estime qu'en fait, c'est trop... que je n'y arriverai pas, je préfère ne pas engager cette dépense, parce que j'avais engagé plus de 30 000 euros à l'époque, je crois. Donc c'était quand même... Sans retour sur investissement. Exactement, voilà, c'est ça. Donc du coup, voilà, maintenant je réfléchis à deux fois. À deux fois. Mais justement, est-ce que vous avez connu un moment de difficulté? C'était justement... C'était celui-là. Oui, c'était ça. C'est-à-dire que j'avais beaucoup investi à titre pro, justement dans des événements, dans la communication et autres. Et j'avais, à l'époque, sollicité une personne pour m'accompagner justement pour le développement de cette activité. Et aussi bien la communication qu'on avait mis en place et tous les événements qu'on avait mis en place n'ont pas permis de revenir sur la mise initiale. Et la personne avec laquelle j'étais censée devoir développer cette activité n'a pas non plus donné suite. Et concrètement, ça a mis un petit peu en péril l'activité. Donc l'année 2024 a été vraiment compliquée. Et c'est là où vous dites, vraiment, c'était début d'année. Là, on est en novembre, je suis bien, mais en février, vous m'auriez vu, c'était pas pareil. Et du coup, c'est là où vous réfléchissez en disant, j'ai combien sur le compte, combien sont les salaires, combien je dois ici, combien je dois là, et clac, clac, vous voyez le solde qui diminue, et c'est stressant, quoi. Je comprends. Voilà. Donc maintenant, vous êtes un petit peu plus prudente. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, on réfléchit autrement. Enfin, ça sert... non, au contraire, je dirais bien heureusement, c'était du négatif qui s'est transformé en positif. Je pense que quand il y a du négatif, il faut réussir à dépasser le truc, à apprendre et savoir rebondir. Et ça nous rend plus forts au final. Donc, super, voilà. Super. Et alors, à contrario, est-ce que vous avez connu une bonne période d'abondance? Est-ce que vous avez un souvenir qui vous a marqué? On va dire le premier versement de dividendes. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Alors, c'était quand? Comment ça s'est passé? Oui, alors c'était en 2020. Et 2020, année Annus Horribilis, pour reprendre le terme de feu la reine d'Angleterre. Mais par contre, très très belle année pour mon activité pro. Donc vraiment, tout était ouvert. À l'époque, j'étais seule dans la société. Je n'avais pas de collaborateurs. Et je bossais beaucoup, mais c'était un peu le début. Donc j'étais... Vous étiez à 500%. C'est ça. Et du coup, très belle année. Et puis, on clôture les comptes avec mon associé qui est expert comptable. Et là, on se rend compte qu'on a un beau résultat, quoi. Et du coup, tiens, on va verser des dividendes. Quelle satisfaction. En fait, c'est comme une espèce de... Je dirais que par rapport à un salarié, c'est comme une prime.
Exactement, Et une c'est reconnaissance. ça, voilà. Et du coup, c'est pour ça que je suis assez mitigée quand j'entends les débats au Parlement où on critique les grands groupes. Ok, enfin moi je suis pas Total, hein, Mais non, vous ne faites pas j'ai- partie du c'est CAC ça. 40. Et pourtant, ben voilà, avant de me verser moi du dividende, j'assure que les salariés ils aient du confort, ils aient tout ce qu'il faut. Et quand tout le monde est bien, et ben du coup, ok, là, moi j'en prends ma part, quoi. Mais donc je trouve ça un peu rude pour les chefs d'entreprise qui sont. Enfin, personne ne me demande à quelle heure je commence le matin, quelle heure je termine le soir, combien d'heures j'ai sacrifié avec mes enfants. Et si je peux un peu compenser ce temps perdu avec de l'argent pour m'acheter du confort, m'acheter du temps, pour le repasser avec eux, je vois pas. Enfin, j'ai rien volé, quoi. Tout à fait. Donc voilà. Est-ce que vous investissez aujourd'hui ou est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire? Alors, Non. ouais, alors moi j'investis, on va dire, un peu par période. C'est-à-dire que l'immobilier, je trouvais que les lois de défiscalisation étaient très intéressantes avec les lois Cellier, par exemple. Et puis Pinel est arrivé et là, je trouvais que ça commençait à devenir moins intéressant pour l'investisseur. Enfin, oui. Donc du coup, ça, c'est quelque chose que je n'ai ni conseillé ni fait à titre perso. Si je reste dans l'immobilier, les SCPI ont connu un gros shutdown, on va dire, en 2023. Donc beaucoup de SCPI ont été corrigées, il y en a des nouvelles qui reviennent. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis sérieusement, surtout qu'il y a certaines SCPI qui ont une typologie, on va dire, transfrontalière entre l'Allemagne et la France. Et nous, comme on est en frontière avec Mais l'Allemagne, oui, on connaît bien quand même les magasins et les sous-jacents de certaines SCPI. Donc ça nous parle en tant qu'Alsaciens. Donc il y a de la SCPI et je recommence un petit peu à m'intéresser à l'immobilier parce que justement avec un petit peu la bulle immobilière qui a du fait de la hausse des taux, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien me repositionner justement en projet avec mon alors mari. vous avez un beau projet. Donc là, hein. voilà, et En toujours perspective. ouais, toujours un petit peu d'épargne financière, on va dire, parce que ça c'est enfin, voilà, si vous avez un coup dur, il faut pouvoir piocher dans les comptes. Donc voilà, ça c'est toujours un petit peu en permanence, quoi. Alors, si j'avais une question, mais vous y avez répondu quasiment, au quotidien, quelle place occupe l'argent dans votre vie? Alors, à titre pro, Voilà, vous êtes baigné tous les dedans. jours. Voilà, c'est ça, oui, puisque Surtout celui des autres. c'est ça, exactement. Mais des fois, je pense à prendre un conseiller en gestion de patrimoine pour mon propre. vous-même. Ouais, c'est ça. Parce que je trouve que parfois, je manque un peu de recul, en fait. Et c'est Ah, vrai c'est que... vrai? Ouais, j'ai déjà. Vous auriez tendance à faire quoi, par exemple? C'est-à-dire. Vous auriez tendance à investir comme ça, à l'instinct, Alors, et disons. réfléchir après? C'est pas tellement sur les supports financiers, parce que les supports financiers, je pense que je suis bien au clair sur ce sur quoi je Oui. vais investir, mais c'est plutôt l'organisation, on va dire, est-ce que la détention de biens via une SCI à titre perso, est-ce que je commence déjà à transmettre aux enfants, est-ce que le conjoint est bien couvert, voilà, on va dire c'est plutôt l'organisation du couple que vraiment les réceptacles de Oui, la l'investissement. Ouais, protection c'est ça. familiale. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là-dedans, des fois, j'ai l'impression d'avoir le nez trop dedans. Et le cordonnier, ils ont toujours le plus mal passé. Je pense que je vais... Donc ça sera peut-être à envisager pour 2026. Oui, franchement, ouais. Et puis là, j'ai changé encore la semaine dernière avec un confrère. Et c'est toujours ce que je dis à mes clients. Je dis, au-delà, et je leur dis pareil pour leurs banquiers, au-delà de ce que je vous propose, c'est est-ce qu'humainement, ça passe entre nous. Si ça passe pas entre nous, on va pas bosser ensemble, ça sert à rien. Enfin, moi, j'ai pas envie d'ouvrir mon patrimoine à quelqu'un avec qui j'ai pas envie de discuter. Donc, et le banquier, c'est pareil. Enfin, voilà. Donc, moi, je préfère rester chez un banquier qui est peut-être 0,10% plus cher que avoir gratté 0,10 et avoir une personne qui décroche jamais le téléphone et autres. Oui, parce que vous mettez la relation de confiance. C'est ça, ouais, c'est ça. Je trouve que c'est hyper important et moi, je sais que quand c'est pour ça que je me projette beaucoup dans les situations de mes clients et que j'aimerais que quelqu'un se projette dans ma situation à moi parce que moi, je nage dedans, donc je sais plus trop, quoi. Donc ouais, je suis peut-être pas complètement fermée à faire un bilan patrimonial par un tiers et comme ça, je serai au clair, quoi. Donc voilà. Alors justement, on aborde le miroir symbolique. Si vous étiez un film, j'ai 5 films à vous proposer. Lequel illustrerait le mieux la relation que vous entretenez avec l'argent? Alors, j'ai Coco avant Chanel, parce qu'on peut se construire sans fortune, mais avec du talent. J'ai Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, parce que les petits riens valent souvent plus que les grands avoirs. Working Girl avec Mélanie Griffiths, parce que vouloir réussir n'a rien d'une faute.
and the City, parce qu'il y a des plaisirs qu'on n'a pas besoin de justifier, ou le grand jeu, parce qu'il faut parfois tout miser pour garder la main. Alors, le choix est dur, parce que Le choix. On pourrait picorer un petit peu Oui. de tout. C'est vrai. Et je trouve que... Mais celui quand même qui vous ressemblerait le plus. Alors, un jour, quelqu'un m'a dit pose tes sacs de briques et avance. Ah. Et en tant que femme, c'est pour ça que je suis venue vers vous aussi, en tant que femme, on a toujours cette façon de se mettre en retrait, de complexe de l'imposteur, voilà, face à... Alors, c'est pas du tout du féminisme ou quoi, mais les hommes n'ont pas de manière automatique ce tempérament. Voilà. Alors que nous, les femmes, je sais pas pourquoi, c'est inné en nous. Et du coup, je trouve ça vraiment dommage. Et par rapport à ça, je dirais Coco avant Chanel. Parce que je pense, et je trouve que quand on voit... Alors, tous les nouveaux métiers qui existent, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les influenceurs et autres, je juge pas, mais c'est des gens qui n'ont peut-être pas un bagage universitaire ou scolaire énorme, ils n'ont peut-être pas bac plus 5, plus 10, enfin voilà, ils n'ont pas une profession reconnue par un ordre ou autre, mais c'est pas grave, ils ont quand même une capacité à avoir rempli un vide ou un manque ou avoir donné des informations aux autres. Et finalement, ils en vivent. Donc au final, si ce n'est pas le talent, qu'est-ce qui leur a permis de faire ça ? C'est que eux. Et donc je pense que ces gens-là, ils ont posé il y a très très longtemps leur sac de briques et ils sont partis, quoi. Et du coup, maintenant, ils avancent. Donc je pense que ce film-là, quand bien même à l'Émilie Poulain, et je suis... Enfin voilà, dans mon patrimoine, dans ma façon d'être, le loisir, les activités et le plaisir, ça doit être forcément présent. Mais je pense qu'à un moment donné, poser ses briques et avancer, ça aide. Et construire un mur. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, ou construire quelque chose. Je veux dire, elle a construit un empire, Coco Chanel. Donc voilà, et quand vous regardez, il y en a énormément des chefs d'entreprise qui sont partis de rien, qui ont réussi à créer des empires. Qui ont la niaque. Voilà, c'est ça. Et au final, ils ont été meilleurs que d'autres à un moment donné. Ça, on ne peut pas leur enlever. Donc voilà, et je pense que ce type de personnes, quoi qu'elles auraient fait, elles auraient réussi à faire quelque chose. Eh ben. Voilà. Bon, ce sera le mot de la fin. C'est ça. Merci d'être venue de Strasbourg dans les locaux du Revenu. Merci beaucoup, Dorothée. À bientôt. À bientôt.